bonjour à tous. Je vais commencer à vous refaire une petite présentation de la conférence et du déroulé de cette dernière. Déjà, merci d'être présent encore à notre rendez-vous donc hebdomadaire que l'on va maintenir déjà tout au long du confinement et par la suite, on avisera donc avec la communauté à venir. Donc, ces rendez-vous de la communauté sont orientés sur justement une réflexion sur les restaurateurs pendant la période de confinement et comment justement se projeter autour de la restauration post-Covid-19. La semaine dernière, donc 2 témoignages très enrichissants donc de Marie-Elisabeth au Mexique et de Olivia et Romain au pied du Mont Blanc sur justement leurs préoccupations du jour et de l'avenir proche. Le gouvernement qui nous a fait une petite annonce sur la réouverture, entre autres, des écoles, donc un déconfinement a priori envisagé pour le 11 mai, sauf que la restauration, pour l'instant, ne fait pas partie des personnes qui devraient justement réouvrir leurs portes dans un premier temps. Donc, c'est vrai que pour beaucoup de professionnels, pour vous, ça met un petit coup de massue, un petit coup au moral sur justement comment ou quand pourra-t-on un petit peu réouvrir. A priori, c'est un petit peu buggé, donc j'évoquais justement les propos du ministre et du président de la République sur la réouverture donc, des écoles le 11 mai. Mais par contre, toutes les enseignes commerciales de restauration, entre autres, ce n'est pas pour cette date-là. Donc, j'espère que le gouvernement pourra quand même décanter les choses et surtout faire qu'il y ait des ouvertures partielles ou des ouvertures plutôt gérées pour que chacun d'entre nous puisse reprendre un petit peu d'activité et revenir dans les exploitations. Donc aujourd'hui, on a 2 témoignages prévus, comme vous l'avez vu sur le mail envoyé, juste pour une petite question d'organisation. Donc les témoignages vont se dérouler à la suite. Juste en bas à droite de votre écran, je vous demanderai de couper vos micros. Et au milieu de l'écran, vous avez une petite bulle où il y a marqué « Converser ». Donc, cliquez dessus, vous aurez le chat qui apparaîtra sur la droite, qui vous permettra de mettre vos commentaires, ce que vous pensez, vos émotions. Ça bug beaucoup, Julien? Ouais, ça bug pas mal depuis tout à l'heure. Ouais. D'accord. Donc je ne sais pas si c'est parce qu'il y a pas mal de personnes qui se connectent en même temps, donc c'est peut-être au démarrage. Ça va peut-être se stabiliser un peu. Mais D'accord. Donc, ça par a rapport bugué, à ça, voilà, il y a des personnes qui entendent bien. Donc nous, il y avait beaucoup d'images figées, donc voilà, j'espère que ça va se tasser et que si tu peux peut-être reprendre juste les explications sur sur le l'organisation déroulé on va dire de la conférence. de la conférence. Voilà. Ouais. Donc, nos rendez-vous hebdomadaires s'orientent toujours autour de témoignages concrets donc de personnes volontaires de la communauté à venir. Donc, par rapport à ça, durant les témoignages qui durent aux alentours de 10 minutes, vous mettez vos micros en silencieux. Pour ça, en bas à gauche, vous éteignez les micros et vous mettez la fenêtre converser, donc qui se trouve au milieu, ce qui vous donne accès au chat sur la droite de l'écran où vous pouvez mettre vos commentaires, vos questionnements. Le suivi du chat en ce qui concerne les questions sera fait par Julien dans un deuxième temps, durant le temps d'échange suite au témoignage. Ce temps d'échange durera 20 minutes. En ce qui concerne les souhaits, si vous voulez prendre la parole, il n'y a aucun problème. Vous inscrivez sur le chat parole en capitale et on vous donnera la parole au fur et à mesure. Et donc, pour commencer, aujourd'hui, on a un témoignage de Didier. Donc, par rapport aux différents témoignages d'ailleurs, présentez-vous et quand vous prenez la parole, s'il vous plaît, merci aussi de vous présenter. Comme ça permet aux autres de un petit peu vous identifier, voir qui vous êtes ou d'où vous venez. Voilà. Je vais laisser la parole maintenant à Didier pour son témoignage et suite à ça, on aura un échange avec Didier. Si je suis garante du temps et Julien gère le chat qui se trouve sur la droite. Merci à tous d'être là et à toi Didier.
Bonjour. Je m'appelle Didier. J'habite à Barcelone et je travaille pour une petite entreprise dans le secteur de la restauration, un groupe où on occupe une bonne part de marché sur Barcelone et sur Madrid. C'est un groupe multimarque. On opère avec 10 marques sur les deux villes, donc les deux capitales, Barcelone et Madrid, avec à peu près 1000 employés et 100 dans les services centraux et 900 personnes qui travaillaient directement pour les établissements. C'est un groupe qui a trois sources de revenus. La restauration et aussi l'hôtellerie, deux hôtels 5 étoiles et un petit groupe avec 4 établissements indépendants et l'immobilier. Je dis ça un petit peu comme introduction parce que nous, on a évidemment on a de la chance de partenir à un assez grand groupe. Mais bon, la restauration, évidemment, tous nos établissements sont fermés. Et à être dans un groupe, on pourrait penser qu'on aurait pu profiter de la trésorerie de d'autres secteurs. Mais malheureusement, les autres secteurs, c'est l'hôtellerie. Nos hôtels sont fermés aussi. Et dans le secteur immobilier, nos locataires ne payent pas non plus leur loyer. Donc, la situation n'est vraiment pas brillante. Quand Céline m'a proposé de participer à ce groupe il y a quelques semaines, moi j'étais enchanté de participer parce qu'on était dans un moment où on ne savait pas quoi faire, on ne savait pas comment aller rouvrir le restaurant et on était tous complètement plongés dans des recherches de comment est-ce qu'on allait ouvrir les restaurants. On fait preuve d'imagination, on a envoyé même des emails aux ambassades espagnoles en Chine pour savoir comment ils faisaient pour ouvrir le restaurant. On a même contacté avec des restaurants espagnols en Chine qui en ce moment juste étaient en train de se rouvrir. Franchement, on était perdus parce que c'est commencé comme un nouveau. Alors finalement, c'est pour ça que j'avais un grand intérêt à entrer dans ce groupe qui m'a paru très intéressant. Finalement, bon, la semaine dernière, évidemment, on a parlé des préoccupations qu'on a tous donc vis-à-vis de la réouverture. Et les semaines sont passées et moi j'ai accepté de partager finalement avec vous quelques idées qu'on est en train de travailler. Finalement, nous on s'est marqué, on avait trois gros objectifs comme de travail. Un, c'était de garantir la maintenance des installations, pas seulement de la maintenance technique, sinon aussi économique. Donc, il y a un groupe de travail qui s'est fait pour la négociation des loyers avec les propriétaires, parce qu'on n'est pas propriétaire de tous nos locaux. Et pour ça, en prévision de la maintenance des établissements, on a dû faire appel à de gros crédits. Et comme j'imagine en France et chez nous en Espagne, les gouvernements n'arrêtent pas de parler qu'ils vont débloquer énormément d'argent. Et c'est pas facile. Je ne me rappelle plus, un de vous la semaine dernière a donné de bonnes nouvelles, qu'il avait réussi à avoir des crédits. Et chez nous, même s'ils disent qu'il y aura beaucoup il donnera beaucoup de facilité, c'est pas facile. On avait demandé un crédit de 6 millions d'euros et jusqu'à présent, on a réussi à obtenir seulement un tiers de ce dont on a besoin et de trois banques différentes. Donc cet argent, on en a besoin évidemment pour continuer à payer nos loyers. On a des loyers très lourds
parce que la plupart de nos établissements sont énormes. C'est des porte-avions, en plus en première ligne où le mètre carré est très très cher. Parce que la plupart de nos établissements sont pour la clientèle locale, mais aussi on vit beaucoup du tourisme. Et le tourisme, évidemment, a disparu complètement et pour plusieurs mois. Pour vous faire une idée de nos préoccupations et de l'impact qu'aura le manque de tourisme, on a à peu près 2/3 de nos établissements dont la facturation via Visa et carte de crédit représente un 75% de banques étrangères. Donc, on se demande vraiment comment on va faire pour réouvrir nos établissements où près de 75% du chiffre d'affaires, on le fait avec les étrangers. On a aussi besoin d'énormément d'argent pour maintenir les fiches de paie. La plus grande partie de nos équipes sont au chômage technique depuis le 14 mars et on a décidé de garder quelques directeurs d'établissement, quelques sous-directeurs et quelques chefs de cuisine. De manière à la fiche de paie qu'on doit garder pendant ces mois-ci, on s'en verra beaucoup. On a besoin de crédit pour les payer. Et le troisième objectif de travail qu'on s'est donné, c'est de penser à monter de nouvelles manières de travailler pour ouvrir nos locaux. Et c'est peut-être un petit peu aujourd'hui ce que je voulais partager avec vous. Simplement, mon intervention, je vais suivre un petit peu le guide. Le guide. Il y a 4 grands blocs. C'est reconfigurer tous nos établissements. Et mettre en place les règles du jeu, comme par exemple comment on va faire avec el aforo. El aforo, je ne sais pas comment on dit, c'est la quantité de place de nos salles. Je ne suis pas très sûr de mon… C'est pas le taux d'occupation, c'est la capacité. Voilà, la capacité. La capacité. Je m'excuse, peut-être qu'au milieu, il y aura quelques mots que j'invente et qui m'échappent. J'ai l'impression que je perds mon français des fois. Ouais. J'ai pris les documents et comme ça, j'ai des mots que j'ai traduits parce qu'il y avait des choses aussi que je ne connaissais pas, donc j'en ai profité. Comme ça, aforo, c'est la capacité. Ouais, la capacité de nos locaux. L'accès aux établissements qu'on va faire. Hein. Toutes les personnes qui accèdent à nos établissements devront passer par la prise de température, désinfection. Quand on parle de tout le monde, évidemment, c'est employés, partenaires, fournisseurs, personnel de maintenance, auditeurs, inspecteurs, contrôle, etc. Distance de sécurité entre les tables. On va devoir refaire toutes nos salles à manger pour laisser un espace de 1,5 mètre entre table et table. Et basiquement, c'est ça. Évidemment, je passe de parler de tout ce qui est désinfection de tous nos outils et tout notre mobilier. Et donc, à l'entrée de nos établissements, on va mettre en place un contrôle très strict avec une prise de température à nos clients. Évidemment, tout ça, on va le communiquer à l'entrée. On ne sait pas encore si
si si on garde une température très stricte de 37 degrés ou si on va jusqu'à 37,5, de toute manière, on ne fait que simplement copier ce que font les pays asiatiques de toute manière. Ensuite, on demandera la désinfection des gens et tous les petits matériels à partager aussi seront couverts avec du plastique, désinfectés au moment, etc. etc. Ensuite, on a mis en place plein de nouvelles normes que avec lesquelles devront utiliser toutes nos équipes. Et pour ça, on est en train de faire des plans de formation online. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir des plateformes de formation online pour tous les travailleurs. Et pour ça, quand arrivera le jour d'ouverture, on aura les employés qui seront formés à cette nouvelle manière de travailler. À l'entrée, donc, avec tous ces contrôles qu'on fait, on a même mis en place une série de phrases à utiliser, très standards, avec nos clients. Et ensuite, au niveau de nos offres gastronomiques, évidemment, devant la très basse facturation qu'on attend, et pour donner le maximum de rotation à nos produits et à la matière première et faire les productions plus faciles, on a décidé de réduire beaucoup nos cartes, quasiment à 50%. Et on a choisi de changer le support des cartes. On n'est pas encore entré on n'a pas voulu encore entrer pour le coût que ça représente d'avoir des cartes digitales à travers des applications sur le portable. On continue encore pour le support physique, mais avec des formats de cartes qui sont facilement lavables et désinfectables. Et ensuite, on s'est même marqué plusieurs types de réponses à donner aux clients qui sont pas d'accord avec nos manières d'affronter la réouverture des restaurants. On a mis en place donc des normes très strictes d'accès à tous nos partenaires, avec lesquels on leur a envoyé des cartes à tous. De ce qui allait se passer quand ils allaient essayer d'accéder à nos établissements. Par exemple, les entrées des fournisseurs devront se faire de 1 en 1. Le reste des fournisseurs reste dehors. On évite l'agglomération des personnes. Ils pourront accéder exclusivement aux zones de magasins et absolument rien d'autre. Je vous donne ça à titre d'exemple. Par exemple, tout ce qui est maintenance, on va interdire à tout ce qui sont les réparateurs, électriciens, plombiers ou réparateurs de nos machines. Ils pourront accéder simplement de 1 en 1 et ils ne pourront pas coïncider dans une même zone de travail. Et ensuite, vis-à-vis des travailleurs aussi, on a changé ou on a renforcé beaucoup toutes les normes d'hygiène et d'accès aux vestiaires de 1 en 1. Ce qui fait aussi qu'on devra rebouger reformuler les entrées et les horaires de nos travailleurs. Nous avons mis
en place un décalogue de maintenance des uniformes et des conseils pour que chacun se lave leur uniforme. Je suis en train de passer le de passer le guide. protocole. Ouais, parce que plus les jours passent, plus il est long. Juste par rapport à ce guide, est-ce que tu veux faire passer en ce moment ce que tu es en train de faire avec justement les gérants des restaurants, enfin les responsables des restaurants, le fait justement de transmettre ce guide, de leur faire… Ouais, c'est vrai, Céline. Pardon, excuse-moi. Comme ça, après, on va conclure là-dessus, parce qu'il y a plein de questions après, justement, autour de ton guide. Donc, ouais. Et, c'est vrai que ça, finalement, c'était ça nous paraissait une montagne à monter de mettre en place tous ces protocoles. Mais maintenant, il est arrivé le moment de le partager avec les équipes. Donc, depuis la semaine dernière, on a commencé à faire online des sessions formatives, rien que pour le moment avec les directeurs. Et on a eu la grande surprise que quelque chose qui des formations qui nous paraissent relativement simples, changer la mentalité de nos directeurs, c'est pas du tout facile parce que ils ont peut-être un point de vue différent et c'est dur de leur faire voir vraiment ce qui va se passer demain. Et le confinement peut-être n'aide pas non plus parce qu'ils ne sont pas plongés 100% dans leur jour au jour. Et on se rend compte que les difficultés qu'on aura pour pouvoir faire arriver toute cette information aux équipes. Donc, pour le moment, on est encore avec tout ce qui est dirigeant. Et maintenant, on est sur le point de mettre en marche donc, les formations pour toutes les équipes de tous les établissements. Et le coût que ça va représenter en plus derrière, parce qu'une moyenne de 3 heures de formation à peu près, c'est ce qu'on a évalué. Une formation de 3 heures sur à peu près une équipe de 900 personnes, ça représentera pas mal sur la fiche de paie, surtout en sachant qu'on on facture absolument rien. Et puis surtout que à chaque quinzaine ici, je pense que vous le savez, la fin du confinement, on a l'impression que ça finit jamais. Pour le moment, nous, on est sur le 11 mai. 11 mai, mais on reçoit encore des informations qu'il y aura encore 15 jours de plus. Chez nous non plus, les restaurants, c'est vraiment pas le secteur qui va ouvrir en premier. Donc là, on est en train de parler peut-être de mi-juin. Les écoles, tout à l'heure, vous parliez donc en France, les écoles vont bientôt rouvrir. Non, le 11 mai. 11 mai. 11 mai Oui. Ici, on parle de l'école est finie. C'est pour le mois de septembre. Ouais, tout va se finir merci Didier. Online. Ouais. On va passer juste aux échanges si tu le permets, Didier. Merci beaucoup. Clémence, tu as demandé la parole. On va déjà commencer par les personnes qui souhaitent justement prendre la parole. Et après, Julien reviendra un petit peu sur le chat qui s'est pas mal déroulé entre guillemets. Donc, il y a énormément de points qui ont été soulevés durant le chat. Donc, Clémence, si tu veux exprimer. Oui, donc moi, je me présente. Donc, je m'appelle Clémence. Il y a maintenant peut-être 8 ans, quelque chose comme ça, je crois. C'était la promotion P17. Et maintenant, je travaille donc dans un restaurant au sein d'un hôtel. Donc, ça reprend 2 ans là dont parlait Didier, l'hôtel et le restaurant. Je suis directrice donc d'un restaurant 1 étoile, donc au Georges V à Paris. Moi, ce que je me posais comme question, parce qu'on parlait tout à l'heure de l'hôtel, donc
pareil, check-in, on accueille un client, etc. Dans quelle mesure un client vient donc extérieur, parce que nous, on accueille une population aussi extérieure. On parlait des vestiaires et tout. Nous, c'est vrai que tout est très confiné, c'est un petit vestiaire, etc. Quelle est la place, par exemple, là, dans vos restaurants de l'hôtesse? Est-ce qu'il y a encore besoin d'une hôtesse? Parce que certes, il faudra accueillir les clients, mais bon, tout ce qui est vestiaire, dans quelle mesure on pourra les prendre, les ranger, etc. Parce qu'il faut limiter tous les contacts. Et aussi, on parlait de carte digitale. Moi, je me demandais, parce que ça fait sens que si nous touchons les cartes, etc., donc on va les donner à un client. Est-ce que c'est une carte papier, par exemple, pour un client? Mais c'est vrai que dans certains restaurants, moi, je vois, nous, on a une capacité de 90 couverts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce que je dois avoir 90 cartes ou est-ce qu'à chaque manipulation, je vais devoir les désinfecter, etc. Est-ce qu'il y a déjà des choses qui sont amorcées, que vous ayez des plans peut-être déjà en Espagne ou par rapport à ce que vous avez eu aux ambassades peut-être chinoises, des choses qui sont mises en place par rapport à ça? De manière, vous parliez au début donc s'il y avait la figure de l'hôtesse. Mais maintenant, nous, on a donné priorité justement à la réception. Et en plus, dans toutes les franges, même les franges basses, on ne peut pas renoncer à avoir quelqu'un à l'entrée de nos établissements. Nous, on part du principe, de toute manière, le Covid, c'est un contact entre personnes. C'est ça le gros problème. Donc, nous, on va complètement bloquer ou blinder l'entrée à nos établissements, tous les clients. Donc, la présence constante de quelqu'un aux entrées est indispensable, même au détriment d'avoir suffisamment de mains, peut-être en service. Donc, vis-à-vis, par exemple, de votre question, un employé pour qu'il accède au vestiaire. Déjà, à l'entrée, il passe, on lui prend la température, son uniforme, il ne peut pas venir évidemment avec l'uniforme dessus. L'uniforme doit venir dans un sac à part fermé. Il va arriver, il devra se désinfecter les mains, on va lui prendre la température. Nous, bon, on a un système de toutes les heures qui se font, enfin, on fait le système de Fitchaf. On poinçonne. Badge. Non, Badge. ouais, on poinçonne avec Ouais. avec le doigt, avec Ah, la digitale. voilà, digital, qu'il va Proteuse, falloir désinfecter. Donc déjà, n'importe qui rentre dans nos établissements, déjà, normalement, c'est parce qu'il est en condition de rentrer, théoriquement. Et au niveau des cartes, c'est la même chose pour les clients. Nous, on n'est pas capable de rentrer maintenant, d'investir dans du digital pour éviter le papier, le document physique. On n'est pas capable, on n'a pas l'argent pour ça. On aura les outils qu'on peut se permettre. Donc, on part du fait aussi, si à l'entrée, les clients aussi, on leur demande de se désinfecter les mains, on leur a pris la température, théoriquement, un client qui rentre, c'est un client sûr. Et sûr pour nous aussi, hein, parce que un de nos grands objectifs, c'est de préserver la santé de nos travailleurs, sans aucun doute. Et, donc, un client qui rentre, évidemment, supposons qu'il aura les mains propres et désinfectées. Donc, oui, il pourra utiliser les cartes. Ce sont des cartes lavables. Mais ce qu'on veut, c'est éviter des frais d'imprimerie nécessaires. D'accord. Et ça, pour tout ce qui est partagé, de toute manière, on parle des cartes, mais on pourrait parler de tout. Par exemple, on va éviter les poivriers, les saliers, pour l'huile et le vinaigre. Tous ces ménages, voilà, les ménages. Tous ces ménages, on oublie, ça va être que de la monodose. On va utiliser absolument que de la monodose. Les dataphonaux, pour passer les cartes de crédit, on va les désinfecter devant chaque client. Même les plateaux pour les tickets et les factures, on va les désinfecter devant les clients.
Tout ce qui est à partager, ça sera comme ça. Les walkie-talkies, téléphones. Je ne sais pas Julien. si j'ai répondu à peu près à la question. Ouais, tout à fait. Alors, Céline, je ne sais pas si toi tu veux commencer. Je sais que tu avais posé des questions. Sinon, je sais qu'après, il y a Franck, Thomas et Anne-Sophie qui avaient posé des questions aussi. Moi, dans l'esprit, c'était plus pour lancer Monsieur Charpentier, Franck. Alors, j'avais de la part de Franck demandé les assurances, est-ce qu'elles prennent la exploitation? Est-ce que vous avez d'ores et déjà pour vos restaurants des dates? Tu peux répéter, s'il te plaît? Moi, je n'ai pas entendu. Oui, bien sûr. Tu m'entends mieux? Oui, maintenant, oui. Alors, Franck te demandait, est-ce que les assurances en Espagne prennent en charge la perte d'exploitation? Non. Et est-ce que vous avez une date pour d'éventuelles réouvertures pour les restaurants déjà? Mais non, on pensait, il n'y a que des rumeurs, il n'y a rien écrit nulle part. Hein. La fin du confinement, pour le moment, la date qu'on a, c'est le 11 mai. On est en train de parler encore de 15 jours de plus. Donc, on se présenterait peut-être à la fin du mois de mai. Le secteur de la restauration, ce sont des derniers secteurs qui vont rouvrir. Donc, on s'attend à ouvrir peut-être au long de la deuxième quinzaine de juin. Mais enfin, encore, il n'y a rien de sûr. Il n'y a rien de sûr. Et au propos des assurances, ben non. L'administration prend en charge les frais de chômage technique et 75% des frais de sécurité sociale. Mais bon, on a quand même un 25% de la sécurité sociale à payer, plus les frais de fiche de paie de tout le personnel qui n'est pas suspendu 100%. Et après, à propos de toute manière de ça, même si on a maintenant on est au chômage technique, après l'ouverture après le départ de l'ouverture des restaurants, on est en train de préparer un nouveau dossier de chômage technique, mais pas pour force majeure, sinon pour le manque de chiffre d'affaires. Et on est déjà en train de le négocier avec les représentants légaux des équipes Les représentants du personnel. Voilà, les représentants du personnel. Merci Céline. Excusez-moi, je patine un petit peu avec mon vocabulaire. Et oui, on est en train de préparer ça. Et un dossier qui va durer jusqu'au moment où on prévoit la fin de cette période, mars 2021. Et on va mettre toutes nos équipes au chômage technique à 30%. Et on est en train de préparer, 30%. On va demander le maximum pour faire nos établissements le plus flexible possible et d'incorporer nos travailleurs au fur et à mesure de la fluctuation de la facturation. On est allé là et on est en train de préparer quatre scènes. Une scène à 20% de la facturation. 20% de la facturation, une autre scène à 40%, 60%, jusqu'à 80%. Et nos prévisions, c'est revenir à la normale. Pour nous, la normale, c'est après 3 années, parce que depuis 2017, le secteur de la restauration en Catalogne a été frappé depuis les attentats de la Rambla en 2017. C'est le hasard. On était ensemble, Céline, cet après-midi-là. C'était là. Et depuis là, on patine. Après, parce qu'en plus, on souffre les problèmes sociopolitiques de la Catalogne. Donc, il y a 3 ans déjà qu'on galère à Barcelone. Donc, quand on parle de récupération, 80% déjà d'une situation, d'une facturation qui n'est pas bonne du tout. Mais oui,
D'accord. On prévoit une récupération au mois de mars. Ok. On avait Thomas aussi qui avait posé la question par rapport au protocole d'hygiène dont tu parlais. Est-ce que c'est quelque chose qui a été certifié par les instances médicales ou c'est vraiment des choses qui viennent de vos réflexions en fait? On fait appel au bon sens et ce qu'on voit autour de nous. Finalement, aujourd'hui, on accède aux supermarchés. Les supermarchés mettent en œuvre des petites actions sanitaires que finalement marchent, quoi. On te dit de désinfecter avant de prendre un chariot, ben, tu te désinfectes. Tu as quelqu'un à l'entrée qui te filtre les entrées. La queue, on te demande de faire qui est 1,5 m entre chaque les personnes. Finalement, on incorpore ces mesures. Et oui, petit à petit, des fois, dans les réseaux sociaux, on voit quelques petites informations sur ce qui est en train de se faire en Chine. Là, juste avant de commencer la réunion, j'ai reçu une circulaire d'un groupe de restauration chinois qu'on m'a repassée, une carte qui est mise par les ressources humaines d'un petit groupe de restauration en Chine. Et finalement, il n'y a rien à inventer, quoi. Il y a juste à copier. Il parle de mesures de 4 personnes par table et en sachant que nous, on doit avoir la garantie, je ne sais pas comment on va faire, hein, la garantie que ce sont 4 personnes qui vivent sous le même toit. Justement, je voulais pardon, je te coupe là parce qu'il Ouais. y a pas mal de choses qui sont ressorties aussi, dont moi j'en ai fait part, sur le côté latino ou le côté espagnol ou français comparé à un client asiatique, sur le fait justement de cet accueil qui va être plutôt stéréotypé ou comme tu disais protocolaire via la température, via ce que tu disais sur voilà, ce que tu abordes là sur les 4 personnes. Ouais. Comment trouver une alternative sociale et commerciale dans ce contexte par rapport à une éthique de vie à l'extérieur, de restauration qui n'est pas du tout la même. Ouais. Une culture. Oui, la culture, et puis en espagnol, c'est la culture latine, donc tout ce qui est protocole, on s'en fiche un petit peu, et c'est toujours la loi du plus fort, celui qui a le plus de gueule. Donc on sait que ça ne va pas être facile, mais de notre côté, nous, ce qu'on va travailler, tout ce qui est le message qu'on veut passer à nos clients à travers de nos web et à l'entrée de l'information qu'on donne à nos clients, c'est d'essayer de donner, de transmettre tranquillité, et puis que celui qui passe la porte de notre établissement, qu'il soit tranquille, au niveau le personnel qui va les servir, et tranquille avec les gens qu'il aura autour, qu'ils auront autour. Nous, on veut insister sur ça et faire les choses d'une manière naturelle. Certainement, nous, on perdra certainement part de notre clientèle avec ça, vu qu'on va récupérer notre. Malheureusement, on ne peut pas répondre à toutes les questions. Je vais juste rebondir parce que là, on a le temps qui avance un petit peu, Didier, sur un dernier point que soulève Jean-Marie, qui est justement, est-ce que les fédérations professionnelles ou les autres organisations poussent un peu le gouvernement espagnol à réouvrir le secteur de la restauration? Pression quelconque? Pas dans le temps. Moi, au moins, l'association des restaurateurs de Barcelone ne mettent pas trop de pression dans le temps. Mais sinon, ce qu'on est en train de travailler, notre groupe à la vice-présidence de l'association de restauration de Barcelone, mais la pression qu'on fait, surtout, on demande des mesures qui aident à la restauration au niveau des tribus, des impôts. Mais on ne veut pas mettre de la pression pour le temps qu'il faut pour ouvrir nos établissements. Parce que je crois que si on met cette pression et on transmet une image qu'on veut ouvrir vite, je crois qu'on se trompe. Ce qu'on veut ouvrir, c'est sûr, d'une manière sûre. Et la pression qu'on met, c'est sur
c'est sur les impôts et les licences de terrasse, les paiements. On demande de placer tous les paiements à 6 mois. La pression qu'on fait, c'est celle-là, mais pas sur le temps. D'accord. Si Désolée pour les autres remarques et les autres questions. Oui, totalement, je pense. Désolée, et on pourra, si vous souhaitez, de toute façon, Didier est joignable pour après continuer si vous avez des questions vis-à-vis, entre autres, de son environnement personnel ou via moi, sans aucun souci. Mais là, par contre, on va passer sur le deuxième témoignage, donc de Lana, donc, qui va nous présenter un petit peu des idéaux, des réflexions autour de la réouverture aussi, comme Didier, dans une autre orientation. Et donc, Lana, à toi la parole. Bonjour à tous. Donc, merci Didier, parce que j'ai appris plein de choses aujourd'hui grâce à toi. Rapidement, moi, je suis issue de la promotion 21, donc j'ai travaillé sur Paris, au Péninsula, puis je suis partie à Saint-Barth pour être manager de la restauration pour l'ouverture d'un hôtel 5 étoiles. De là, ma mère a ouvert un établissement, elle a repris un restaurant à Samois-sur-Seine, en Seine-et-Marne. Donc du coup, je suis venue lui prêter main forte et j'ai été la gérante pendant 2 ans. Donc on a organisé pas mal d'événements vu que c'est un lieu assez mythique. Par la suite, donc on a dû faire une liquidation judiciaire. Donc ça a été quand même très enrichissant, comme c'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école finalement. Mais bon, j'ai appris énormément de choses. Je suis hyper contente malgré tout d'avoir eu ce restaurant. Et là, ça fait depuis 2 ans que je m'occupe de la restauration du lieu que vous voyez derrière. Du coup, c'est un lieu assez insolite, on dirait un peu un décor de Tim Burton. Et on organise pas mal d'événements, une brocante par mois, des festivals de musique, des week-ends du bien-être, ce genre de choses. Et c'est cet endroit qui m'a donné envie de me spécialiser dans l'événementiel. C'est pourquoi cette année, j'ai repris mes études et j'ai fait un MBA communication et stratégie événementielle à l'EFAP à Paris. Donc cette année, bien évidemment, je suis à la recherche d'un stage et l'événementiel, ça a été le premier secteur touché. Et donc là, toute ma promo est un petit peu en panique, hein, mais bon, on reste positif et on sait que ça va se débloquer progressivement. En fait, c'est pour ça que j'avais demandé justement à Madame Nassution de parler un petit peu d'événementiel et de communication, du moins ce que j'ai pu apprendre, même si je ne suis pas encore une professionnelle. Hein. C'est pour ça que tout ce que je vais vous dire, c'est apprendre avec des pincettes. Donc, je ne suis pas encore professionnelle, je n'ai pas encore validé mon diplôme. Donc en fait, pour vous parler de la communication et de l'événementiel dans ce contexte un peu particulier, je me suis basée sur le témoignage d'Olivia et Romain la semaine dernière à la ferme de Cuplin, justement pour essayer de donner peut-être quelques pistes. J'en ai parlé avec des personnes de ma classe, voilà, on y a un peu réfléchi. Donc rapidement, donc la ferme de Cuplin, bon, j'en parlerai pas aussi bien que Olivia et Romain, bien évidemment, donc qui est à Saint-Gervais-les-Bains, qui a une vue sur le Mont Blanc. Donc j'ai regardé un petit peu vos réseaux sociaux, il y a à peu près 2000 abonnés sur Facebook, sur Instagram vous avez 825 followers. Aujourd'hui, Facebook c'est le premier réseau social. Derrière, vous avez YouTube, vous avez WhatsApp, vous avez Instagram. Aujourd'hui, c'est le meilleur Facebook, c'est le meilleur ciblage publicitaire le plus optimisé au monde. C'est-à-dire que vous pouvez réellement cibler voilà, les personnes que vous voulez avoir dans votre établissement. Vous avez énormément de fonctionnalités. Vous avez humeur, sondage, les dons. Vous pouvez aussi gérer la modération. Vous avez des chatbots. Vous pouvez avoir des statistiques très, très détaillées. Et je vous parle de ça parce qu'aujourd'hui, une photo, ça suffit plus. Juste mettre une photo de ce qu'on fait, de notre plat, ça suffit plus. Il faut vraiment créer une interaction avec justement ses abonnés. Aujourd'hui, le digital, c'est quand même, surtout en ce contexte de confinement, c'est hyper important de l'utiliser et d'avoir une interaction avec son utilisateur. Donc, par exemple, j'ai vu que vous aviez posté une bouteille de vin à côte-rôtie, la Sarrazine 2013. Voilà. Donc, il ne faut pas hésiter à mettre des petits concours, leur demander voilà, quel cépage c'est, d'où vient la région, si vous avez des anecdotes sur les produits. J'ai vu aussi que vous aviez une cave avec 200 références. Voilà, n'hésitez pas non plus aussi à
à faire une petite vidéo, même rapide, de la cave, de différents produits, voilà, de vraiment montrer un petit peu l'envers du décor. Et ça permet aussi justement d'avoir une interaction avec son client un petit peu différente, même si c'est en digital. Voilà, ou bien aussi bien un quiz sur la région, ou demander aux abonnés de recréer une recette de vos plats et d'ensuite de faire un petit concours, de prendre la meilleure photo, de l'afficher. Enfin voilà, faut pas hésiter justement à créer du contenu et à créer de l'interaction, parce que Facebook, avec son algorithme, si jamais vous êtes abonné à une page, si vous ne likez pas, vous ne commentez pas ou vous ne partagez pas la publication, au bout d'un moment, Facebook va plus du tout vous la proposer. Donc, même si vous avez 2000 abonnés aujourd'hui, peut-être qu'il n'y en a que 200, 10% ou 5% qui voient vraiment s'il n'y a pas d'interaction. J'ai vu aussi, alors moi, le truc drôle, j'ai vu votre petit mouton en carton. Alors, je vous invite tous à regarder parce que je trouvais ça trop drôle. Un petit mouton en carton, voilà, dans l'herbe, comme déco. Voilà, bah, moi, je me suis dit, bah, pourquoi pas mettre la vie du mouton confiné. Donc, le mouton, pourquoi pas en photo qui prend le soleil, qui lit un bouquin, qui est dans la cuisine. Enfin, voilà. En fait, pour moi, dans une réponse digitale, c'est vraiment… Donc là, je parle pas forcément dans les grosses entités, parce que vous avez des community managers et tout ça, mais plus dans les petites entreprises. Voilà, n'hésitez pas à mettre votre identité et vos valeurs en exergue. L'important, c'est je me rappelle de Madame Nassution, de votre grande phrase, c'était mettez-vous à la place du client. Et moi, je vais rajouter un petit pouce, voilà, un petit j'aime. Moi, je vais dire en plus, ce que j'ai appris à l'école, c'est de raconter une histoire, c'est d'embarquer son client. Là, je reviens sur ce que Didier a dit justement sur les mesures d'hygiène par rapport à l'accueil. Donc là, je vais passer dans un deuxième temps. Là, c'était plus sur de la communication. Là, plus sur les idées d'événements, du moins sur événementialiser sa réouverture. Là, par exemple, vous parliez du parcours client, du parcours aussi bien avec les fournisseurs, etc. Par exemple, on pourrait imaginer sur l'ouverture d'un établissement, vu qu'il va y avoir, voilà, comme dans les supermarchés aujourd'hui, des paliers, des bandes blanches. Voilà, vous pouvez très bien écrire des petites informations à la craie, faire comme une marelle. Enfin voilà, événementialiser aussi le parcours du client avant pour voilà, créer une autre interaction et peut-être décomplexer un peu ces nouvelles mesures d'hygiène. Donc du coup, comme idée d'événement, donc ça c'est spécial pour la ferme de Cuplin. C'était pourquoi pas envisager des petits concours de permaculture. Donc là, je parle en physique. Donc c'est de la plantation autosuffisante. Donc ça permet de respecter des distances de sécurité et de les faire interagir, mais pas forcément à côté. Donc ça, c'était dans un premier temps. Dans un deuxième temps, ça c'est en fonction des initiatives de la région, c'est de créer pourquoi pas un marathon avec les différents restaurants ou les différentes activités. Donc j'ai vu que vous aviez des musées, c'est énormément porté sur l'art. Donc pourquoi pas imaginer une association et de créer un petit parcours, même si les départs seront différés avec un chrono. Mais voilà, imaginez pour ce parcours-là pour faire redynamiser entre guillemets le lieu. J'ai vu aussi que vous veniez de réouvrir là tout dernièrement un service de vente à emporter. Donc moi, j'avais pensé à une tartiflette géante au vu de votre emplacement, mais j'ai vu que vous faisiez des lasagnes, donc pourquoi pas faire des lasagnes géantes, les lasagnes de Cuplin géantes, pour faire une sorte d'activité et que chacun puisse venir se servir, mais dans un temps donné. Enfin voilà, après, c'est toutes les mesures d'hygiène à mettre en place autour de ça. Vous parliez aussi de la semaine dernière des nouvelles formes de bien-être à mettre en place. Ça, bien sûr, c'est dans la nouvelle mouvance encore plus aujourd'hui. Je voulais juste vous dire un petit peu d'autres choses qui sont en vogue, c'est les bols tibétains qu'on peut faire chacun, donc qui amènent un son et qui permet d'avoir une résonance à l'intérieur de soi. Il y a aussi confectionner ses produits cosmétiques. Moi, j'ai une amie là qui fait ça quand on a fait le week-end du bien-être. Voilà, elle réfléchissait sur, elle formait, on va dire, faisait des petits ateliers sur comment confectionner son dentifrice, son petit savon cosmétique et tout. Moi, je trouvais ça trop drôle. Donc voilà. Ensuite, bon, j'avais pensé à de la projection en plein air. Le problème, c'est que tout le monde a été confiné avec un ordinateur, donc peut-être qu'ils ont envie de lâcher un petit peu les écrans. Mais du moins, par la suite, voilà, peut-être de faire de la projection en plein air, un petit cinéma fait maison, avec peu de moyens. Et de faire ça, je ne sais pas, tous les mercredis, tous les jeudis. Et là, c'est pareil, on peut vraiment mettre des chaises avec une distance de sécurité, ce genre de choses.
Et ensuite, pour finir, ce serait des escape games culinaires. Alors, je vais envoyer des petits articles, ce genre de choses à Madame Nassution. Je pense qu'elle pourra vous les transmettre par la suite. Donc, c'est pareil, c'est événementialiser un repas, c'est-à-dire résoudre des énigmes pour justement accéder à son repas, accéder à des informations, accéder à la recette. Ça peut être aussi bien avec des dégustations de vin à l'aveugle, ce genre de choses, à travailler en équipe. Donc, pourquoi pas en famille confinée. Mais voilà. Donc, je ne sais pas si ça vous a aidé, mais en tout cas, moi, j'ai bien aimé travailler là-dessus, quoi, avec mes copines d'école. Voilà, merci. Merci Lana. Mais c'est génial, ça donne ça donne un côté positif et dynamique dans cette situation qui nous paraît stagnante. Ouais. Est-ce que peut-être, Olivia, tu veux prendre peut-être un petit peu la parole suite à ces, Oui, à cette prise de vue oh pardon, à cette prise de vue de ton établissement. Oui, donc nous, depuis, déjà, merci. Hein, je vous avoue, je me retrouve un peu je pensais pas que du monde aurait travaillé sur notre projet, donc c'est appréciable. J'espère que je crois que vous l'avez fait avec plaisir, donc merci vraiment. C'est vrai que voilà, nous on revient à des choses en fait vraiment très simples et que je suis en train de voir, puisque là je suis en direct de la terrasse de mon restaurant, donc je tourne l'écran et on est revenu à un système un peu banal qui est, je sais pas si vous le voyez, donc c'est l'ardoise, hein, le trépied, donc un peu le fondamental de notre. On a remisé ça bug, notre Olivia. quartier, donc on s'appelle la ferme de Cupelin. En fait, ça s'appelle la ferme de Cupelin parce qu'on est au quartier de Cupelin. Pardon. On est dans le quartier de Cupelin, en fait, qui est un quartier de Saint-Gervais. Donc, en fait, voilà, on s'est dit déjà pour relancer tout ça, on va plutôt remiser sur nos voisins, nos clients. Et donc, en fait, on a mis cette ardoise ce matin et ça marche vachement. En fait, nos voisins klaxonnent parce qu'on est Romain en train de se mettre en place pour dire « Ah, trop cool, trop bonne idée ». Enfin, bon, voilà, donc on a une clientèle vraiment fidèle de quartier. Donc, c'est vrai que que ce soit Facebook, Instagram, donc je vous avoue que arrête Arsène, c'est moi qui le gère, donc je le fais, arrête, je le fais avec mon temps, mais on a une partie de la clientèle qui nous suit comme ça. Ensuite, on a le déjeuner des gens un petit peu âgés, donc qui sont moins sur les réseaux sociaux, mais je sais qu'il faudrait que je m'active. Donc généralement, en saison, je mets mon assistante en tant qu'administratrice et donc ils ont voilà, déjà un œil un peu plus nouveau sur tout ça. Donc on développe la vente à emporter et en fait en faisant un peu les courses pour nos voisins la semaine dernière, on s'est rendu compte que tout le monde avait envie de poissons, de viande de qualité. Donc en fait on s'est relancé en boucherie. Boucherie, charcuterie, on refait notre pain et donc on fait boulangerie, dépôt de pain. On s'est dit qu'on allait sûrement organiser les petits déjeuners le dimanche sur commande avec nos brioches maison, nos pâtes à tartiner maison, puisqu'on fait déjà ça avec le petit déjeuner de l'hôtel. Voilà, on lance 2-3 plats du jour. Là, voilà, on fait des tartinades, donc des choses un peu pour l'apéro. Et puis, j'ai remonté ma cave. Voilà, j'ai baissé mes prix, bien sûr, pour voilà, les gens qui viennent chercher du pain et envie d'acheter un petit pot de tartinade à 6 €. C'est généreux et puis ils se disent, tiens, allez, on se rajoute une petite bouteille de vin. Voilà comment on essaye un peu de rebondir de tout ça. Voilà. Donc, Romain travaille en cuisine, on fait des permanences 4 jours par semaine avec une de nos apprenties, Mathilde, qui est en BTS chez nous depuis 2 ans et qui est ravie d'avoir été déconfinée de chez elle pour se remettre en cuisine. Donc voilà un petit peu pour répondre à ce qu'elle a expliqué voilà, sur notre nouvelle page Facebook qui s'appelle donc le Grenier de Cupelin. Voilà. Super, merci Olivia. Est-ce que quelqu'un, justement, par rapport aux propositions de Lana et justement à ce que nous dit Olivia, est-ce que quelqu'un veut partager un petit peu ce qu'il est en train de faire à l'heure actuelle ou voir comment il se projette sur peut-être un côté événementialiser sa réouverture
ou pas vraiment. Enfin, voilà. Alors, moi, j'avais posé une question dans le chat à Lana. Je ne sais pas si tu as pu voir. Du coup, c'était peut-être, est-ce que tu avais des conseils à donner en termes de communication pour désacraliser peut-être un peu les mesures d'hygiène qui seront mises en place pour les clients. Donc, du coup, pour que ce soit informatif sur les mesures qui seront prises par chacun pour inciter les gens à revenir, mais à la fois pour que ce ne soit pas trop lourd et que justement les gens prennent toujours quand même du plaisir à venir dans les établissements de tout le monde. Si je peux rajouter un petit élément à ça, que ce soit Didier ou Lana, vous avez très peu évoqué alors un élément qui pour moi je pense va passer obligatoire, c'est le port du masque pour les établissements qui accueilleront peut-être de la clientèle. Donc par rapport à ça, sur le côté relationnel avec un masque, voilà, c'est pas trop culturel non plus. Voilà. Pardon Lana. Non, pas de souci. Alors, en termes de communication, ça dépend si c'est uniquement digital ou bien en physique à l'entrée des établissements. Mais je pense effectivement attention, sortez masqué. Enfin voilà, ne pas hésiter à avoir des petites touches d'humour. J'ai pas de réponse concrète parce que ça dépend vraiment de l'emplacement, de la culture du pays, de la clientèle aussi. Parce que je pense que au Georges V, on va pas pouvoir se permettre la même tonalité et la même communication que par exemple à la ferme de Cuplin. Je sais qu'il y a, il y a deux sites que je regarde très souvent, Influencia et Créapils, qui vraiment donnent voilà, des petites touches d'humour et voilà, qui montrent un petit peu ce qui se fait. Mais effectivement, le port du masque, il va être obligatoire. Vous pouvez très bien lancer un concours de masques, vous voyez, pour l'événement de votre restaurant, pour la réouverture, celui qui a le masque le plus drôle, qui l'a confectionné. Voilà, exactement, Stéphane, la joie, les masques, ça peut être un support publicitaire carrément. Je pense que c'est un véritable outil que vous allez demander à vos clients d'avoir des masques. Et je pense que ça va être obligatoire une fois le confinement terminé. Et ouais, si ça peut être un outil publicitaire, bien sûr. Et comme je vous disais, même sur le parcours client, je ne sais pas, attention, 3, 2, 1, 0, soyez masqués, mettez le gel. Enfin, voilà, je pense qu'il faut réfléchir aussi en fonction de soi. Et voilà. Didier, éventuellement, par rapport à tes structures? Nous, pour le moment, le port du masque sera obligatoire pour l'hôtesse, donc la personne qui sera en charge de la réception des établissements dans toutes les franges horaires. Et nos employés en cuisine, le port du masque sera obligatoire. La plupart de nos cuisines, ce sont toutes des cuisines à la vue. Elles sont ouvertes. Nos cuisiniers portent masque et gants, sauf devant les barbecues. Et les serveurs porteront des gants. Mais pour le moment, en salle, on n'est pas sûr encore. On n'est pas sûr de faire porter le masque à notre personnel. Et par contre, le port du masque pour le client, on n'est pas sûr que ce sera obligatoire après le confinement de porter le masque dans la rue. Donc ça, c'est encore une inconnue pour nous. On ne sait pas ce qu'on va faire. On ne s'est pas encore positionné. Olivia, tu nous mettais que vous, les masques ont été en association avec les voisins? C'est nos Si je peux dire. Oui, c'est ça, c'est nos voisins qui nous ont proposé. Donc là, je viens en fait, pendant que j'étais en ligne avec vous, de recevoir une voisine m'a mis de loin. Ils ont fait des choses plutôt sympas. Ils nous ont cousu, donc elle avait demandé des dons de tissus à la commune, enfin aux habitants de Saint-Gervais. Donc voilà, elle nous a fait des choses un peu jolies avec la polaire qui se met dedans pour voilà, redoubler encore le tissu. J'ai une autre voisine aussi qui nous en a fourni 8
à qui j'ai proposé de les mettre en vente aux traiteurs, puisque nous, on demande à nos clients donc, de venir avec masque et gants. Pour ceux qui n'en auraient pas, on fournit les gants à l'entrée de la réception. Et justement, je voulais pouvoir proposer à ceux qui n'ont pas de masques, voilà, des masques pour pas très cher. Donc ma voisine les propose à 3 €, donc des masques avec du joli tissu. Elle me dit demande seulement 3 €. Ils sont vraiment, vraiment jolis, quoi. Donc c'est très sympa. Là, il y a un habitant de Saint-Gervais aussi qui a une imprimante 3D et qui va nous faire gratuitement aussi des visières si on a besoin. Voilà, je voudrais en avoir 2 pour Romain et Mathilde en cuisine. Et pareil, les gens font ça gratuitement en fait. Propose aux commerçants pour qu'il y ait encore une vie commerçante dans Saint-Gervais. Donc beaucoup de commerces sont encore ouverts, mais propose de les équiper gratuitement en fait. Ils veulent du service en fait. Enfin, c'est là où on se rend compte que les gens ont besoin de service et ils se rendent compte que le service il est offert par un restaurateur, par un opticien, et du coup c'est chouette de voir ce qui se passe dans des communes comme la nôtre. C'est de la générosité, c'est sympa. Donc on a troqué des masques contre un pot de papier. Enfin voilà, ça marche comme ça. Oui, c'est exactement ça. C'est aussi un petit peu voir notre métier, le métier de restaurateur, sur justement dans cet environnement-là qui est un environnement de crise, mais peut-être aussi après le post-Covid, c'est justement mais quelle va être la place de notre profession, de la restauration, justement dans le fait de vivre en société, comment justement la restauration peut trouver sa place originale ou voire originelle sur cette relation entre justement différentes personnes qui sont les clients, les fournisseurs, un bien-être de vivre aussi autour justement d'une solidarité, d'une collaboration entre différents partenaires. Comme tu disais tout à l'heure, les gens peut-être aussi ont besoin de poissons, de viande. Donc, vous, faire le relais, donc justement, profiter de ces professionnels, vous, de la restauration, pour créer justement une unité sociale autour d'un restaurant. Ça, c'est, à mon sens, une chose qu'il faudrait peut-être réfléchir ou communiquer ou amener sur qu'est-ce que pourrait influencer, quelle pourrait être justement cette restauration du 21e siècle, ce pourquoi une majorité d'entre vous rejoint justement la communauté à venir, sur comment justement faire que cette restauration du 21e siècle crée une valeur ajoutée à une société ou une collaboration sociétale, parce qu'on a un apport quand même au point de vue restaurateur sur une influence sur la nourriture, sur l'accueil, sur créer un lieu de rencontre, un lieu où il se passe des choses. La preuve, les gens reviennent parce qu'ils ont besoin d'avoir aussi des liens, un nouveau mode de communication. Enfin voilà, il y a plein de paramètres qui peuvent être développés et mis en avant et en valeur par les restaurateurs. Et non pas uniquement une institution où on est là pour manger et pour être rentable et faire des bénéfices, quoi. On a une question sociale qui est au cœur de notre métier, à mon sens. Bon, je pense que ça donne à réfléchir. Je suppose que le silence est voué à réflexion. C'est ce qu'on me dit toujours. Sauf que là, quand on est comme ça, tous éloignés et face à notre écran, on se sent un petit peu, un petit peu seul. Mais voilà, moi, mon intention dans cette communauté, c'est justement de pousser un petit peu tous les acteurs donc, de la restauration à créer, à donner, je dirais, vie à ce qui se passe déjà, mais surtout à l'accentuer sur un côté territorial par rapport, comme, voilà. Bon, alors après, c'est sûr que quand on se retrouve dans un environnement comme à Saint-Gervais, où on est dans un environnement plus entre guillemets de campagne, où on a donc l'établissement avec les clients, les voisins qui donnent une vie à cet établissement. Quand on est en plein centre de Paris, cette relation avec justement l'environnement n'est pas le même, mais peut être tout à fait créée de la même manière,
avec les fournisseurs, avec les clients habitués, avec les entre guillemets locaux, donc les personnes du quartier. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être aussi des éléments de communication, ce que tu disais, Lana, par rapport justement à l'institution de l'établissement dans lequel vous œuvrez tous. Complètement. Et, Pardon, le masque, non, là, vous disiez, est-ce que le masque ne serait-il pas un goodies complètement? Enfin, faut prendre ces mesures d'hygiène justement comme levier d'activation, voilà, en fonction de où on est placé et en fonction de sa clientèle. ouais. Donc voilà. Julien, est-ce que tu as noté d'autres? Pardon. Je me permets, c'est de faire un peu aussi, enfin, là-dessus sur les objets, enfin, sur les masques. Bon, je pense que plusieurs autour de son visio a dû être déjà un petit peu sollicité pour utiliser le masque justement comme un outil publicitaire. Enfin, nous, j'ai eu déjà plusieurs demandes. Et c'est vrai que, bon, déjà, il y a des longs délais de production si on veut les personnaliser, mais aussi, il faut faire attention. C'est vrai que tant qu'on ne nous aura pas dit le masque dont nous allons avoir besoin pour l'ouverture, c'est vrai que ça peut être tentant. Enfin, moi, je vois que si je veux faire des masques aujourd'hui, ils me disent que le délai de fabrication sera mai. Bon, de toute façon, je me doute bien que je n'ouvrirai pas en mai, mais on ne sait pas ce qui va être attendu, quel type de masque. Est-ce qu'on va pouvoir justement avoir des masques un peu esthétiques ou est-ce qu'on va être sur des masques médicalisés? Donc voilà, c'est un peu tentant de commencer à faire un petit peu de stock pour une partie des équipes, mais en même temps, soyons prudents et attendons de voir vraiment ce qui va nous être imposé. Les prix d'hygiène, enfin les produits d'hygiène, nous on est en train de voir sur des produits donc virucides pour les chambres, les prix c'est énorme. Hein. Voilà, ça a pris x4 nous entre certains produits entre le moment où on a fermé et maintenant, quoi. Donc c'est vraiment très très cher. Tout en sachant qu'on ne sait pas aussi, bon, alors comme tu l'as dit, on ne sait pas si quelles seront, on va dire, les normes que le gouvernement va imposer et surtout aussi savoir si ce sera imputé, toutes ces mesures d'hygiène seront imputées directement à un budget de chacun et de chaque entreprise ou si elles seront, ou est-ce qu'il y aura des aides aussi supplémentaires débloquées par le gouvernement pour aider pour aider toutes les entreprises à se fournir en matériel ou est-ce que ce sera directement fourni avec un stock minimum par le gouvernement? Donc ça, c'est autre chose. Oui, là, j'ai reçu un mail pendant notre discussion où là, nous, le département le département, bon, j'ai lu le mail en travers puisque je vous écoutais, mais visiblement proposerait des aides pour installer dans les commerces alimentaires des glaces en fait. Hein, donc, j'imagine pour tous les traiteurs, éventuellement, je pense les boulangeries, et donc propose une aide, un financement pour que les établissements soient équipés. Donc, on peut imaginer que si le département commence à débloquer un peu des fonds à ce sujet, on peut imaginer que c'est un peu ce à quoi il faut s'attendre. J'imagine le département ne débloque pas de l'argent pour rien, ou du moins juste pour le mois un peu encore de confinement, mais que c'est certainement, je pense que c'est certainement ce qui nous attend dans 1 ou 2 mois ou 3 pour pouvoir ouvrir. D'accord. Alors, je sais que Jean-Marie, est-ce que tu veux peut-être prendre la parole par rapport pour rebondir sur ce que tu disais? Non, simplement, il y a des initiatives qui sont prises, nombreuses. Il y en a, je crois qu'on aura envie de les abandonner. Le jour où on n'aura plus besoin de mettre un masque, j'imagine qu'on sera plutôt content de ne plus en mettre. Mais est-ce que aussi, dans une situation de crise comme ça, finalement, ça nous oblige à inventer des choses qu'on conservera derrière et qui deviendront des nouvelles manières de pratiquer la restauration? C'est intéressant dès maintenant de commencer à se demander. Là, il y a des initiatives qui sont prises et vraiment, je trouve vachement bien, mais qui correspondent à une situation quand même de crise, quoi. Est-ce que derrière, on aura envie de conserver Et puis, il y a des choses qu'on abandonnera. C'est intéressant de voir s'il n'y a pas aussi là de la créativité à l'occasion d'une crise, quoi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut, je ne sais pas, après c'est vrai que c'est complètement, c'est vrai que ça remet beaucoup de choses en question dans nos pratiques quotidiennes et dans la normalité qui est la restauration, je pense, en ce moment et dans notre siècle et dans notre époque. Je pense que c'est une vraie remise en question pour tout le monde, imposée malheureusement sur des circonstances
qui sont dramatiques, mais qui, en fait, un petit peu comme nous, on le souhaite au niveau de la communauté, qui est un peu nécessaire pour certaines choses, certaines pratiques peut-être. Après, voilà, est-ce que savoir si tout cet élan de solidarité qui va unifier un petit peu chaque métier, nous on parle pour la restauration, mais je pense que ça va concerner chaque métier et chaque domaine. Est-ce que cet élan de solidarité va perdurer finalement, ou est-ce que finalement, comme tu dis, est-ce que ça va repartir après sur chacun retourne un petit peu dans ses pratiques normales et puis on oublie tout et on n'en tire pas trop de leçons, quoi. On t'entend pas, Céline. Hop. Hop, voilà, pardon. À côté de ça, justement, la question de Jean-Marie est une question qui est complètement, au vu des réunions hebdomadaires, peut-être justement la garder en réflexion et surtout dans le coin de la tête ou dans le coin de notre cahier sur le fait de se poser justement cette nouvelle impulsion de la restauration. Qu'est-ce que l'on va garder comme justement nouvelle action que l'on a mis en place, une nouvelle méthodologie de travailler ou d'appréhender justement le client, d'appréhender les fournisseurs, d'appréhender la manière dont on exerce notre métier pour un avenir de notre métier qui va évoluer, je l'espère et j'en suis à peu près convaincue. Mais bon, ça c'est aussi l'avenir qui nous le dira. Mais pourquoi ne pas être porteur de ce nouvel avenir en justement étant acteur, en disant, ben voilà, des collaborations se sont mises en place. Il faut que ce type de collaboration perdure. Comment va-t-on les faire perdurer? Et pas juste que ce soit un élan de solidarité dû à une crise sanitaire. Parce que je pense que ça ouvre des portes sur lesquelles il faut justement ne pas les refermer. Voilà. Donc, je pense que ça va être un point qu'on pourra remettre dans nos témoignages, ou si quelqu'un justement au fur et à mesure des échanges et des semaines à passer voudra justement revenir sur le sujet, c'est avec grand plaisir. Didier, message à communiquer. Donc Didier a envoyé un petit message, Julien? Oui. Ah oui, du coup, Ah oui, je pense que c'était une question ouverte à qui veut peut-être prendre la parole pour y répondre. C'est voilà, savoir si vous pensez qu'il est raisonnable qu'on répercute donc les frais de ces services extraordinaires sur les prix et les impacter directement sur le pouvoir d'achat des clients. Je ne sais pas si quelqu'un veut prendre la parole par rapport à ça pour y répondre. Moi, je disais ça parce que finalement, ce n'est pas seulement une question de les frais que ça occasionne, tous les produits qu'on achète, les masques, les gants, le frais qu'occasionnent toutes ces mesures, mais sinon le prix du service va changer parce qu'on ne va pas donner un service avec une attention particulière au niveau sanitaire avec la même main-d'œuvre, je pense. Ouais, ça c'est justement à réfléchir sur le côté. Je crois que le coût en lui-même de matières premières et de main-d'œuvre va être supérieur. En plus, avec beaucoup moins de ventes. Alors, je ne sais pas si au niveau culturel, au niveau du client, on pourra se permettre le luxe de le répercuter ou pas. Enfin, à nous, à court, en premier lieu, notre intention n'est pas de le répercuter, mais je ne sais pas si on va pouvoir tenir le coup longtemps comme ça. Je ne sais pas si vous y avez pensé. Après, c'était un petit peu ce qui avait été évoqué par Marie-Elisabeth, justement sur le côté de comment arriver à budgéter un petit peu un avenir qui est complètement abstrait et complètement sur des hypothèses sur lesquelles on ne peut même pas s'appuyer puisque c'est du non-vécu et on dépend en plus de gouvernements qui vont décider de mesures auxquelles les différentes activités dont la restauration devront se plier. Donc, c'est vrai que ça va impacter pas mal de choses. S'il n'y a pas d'autres éléments, mais je remercie. Donc, Julien, oui. Julien vient de vous mettre donc, dans le chat le questionnaire à remplir, s'il vous plaît. Avant de quitter la réunion, ça serait super. Ou sinon, comme la semaine dernière, je vais vous faire
suivre le questionnaire ainsi que la vidéo dans le prochain mail d'invitation pour la prochaine session de vendredi prochain. Je me suis permise aussi de vous envoyer quelques documents, alors des liens sur des documents différents autour donc des masques qui pouvaient être homologués par les services médicaux à l'heure actuelle. Donc, comme le disait Olivia, en attendant de voir un petit peu qu'est-ce que le gouvernement va imposer aux établissements de la restauration, puis établissements publics en général. Je vous ai aussi envoyé des liens au sujet donc, des différentes aides. Alors là, je parle pour la France. Au sujet des différentes aides mises en place par le gouvernement pour que vous puissiez, si jamais vous ne l'avez pas déjà fait, aller voir un petit peu ce qu'il en est. Et je pense qu'un des sujets qui va être abordé, c'est justement ces aides et les démarches des restaurateurs par rapport aux aides du gouvernement et comment y accéder. Et ah, c'est quoi ça? Julien? C'est qui partage son écran? Donc, il y a quelqu'un qui partage son écran, on est content. Mais c'est qui? Guy. C'est pas grave. Hein? Ok. Tu peux pas arrêter ça, Julien? Vous m'entendez? Oui. Ah, vous m'aviez invité à votre conférence, oui. J'ai été dérangé plusieurs fois, mais j'ai entendu des choses très intéressantes. Présentez-vous, Monsieur Sanois. Alors, je suis un vieux pédagogue à la retraite depuis longtemps, mais je m'intéresse beaucoup encore à tout ce qui concerne la pédagogie. Monsieur Sanois, c'est vous qui partagez votre écran? Alors, attendez, je ne sais pas ce que ça veut dire partager mon écran. Alors, en fait, vous avez en bas de l'écran, vous avez partagé l'écran en vert. Il faut recliquer dessus pour ne pas le partager. Ah bon, ça veut dire quoi? C'est ça, non, Julien? Alors, attendez, je vais le faire. Alors, il ne faut pas que je partage l'écran. Voilà, faut pas. Voilà, là, on vous a. Très bien, il y a quelqu'un qui m'obsède avec son téléphone. Alors, j'ai entendu deux choses, en tout cas, de ce que j'ai entendu qui m'intéressent et qui me percutent. Je suis donc intéressé par la pédagogie, j'ai écrit des livres, je fais des conférences, je fais pas mal de choses. Et de fil en aiguille, j'ai rencontré Madame Nassution qui m'a invité à votre conférence. Mais je n'ai rien à voir avec l'hôtellerie, sauf que j'apprécie beaucoup quand je rencontre des gens comme vous. Et je suis un ami des parents de Nicolas Chéronnet. Ils ne le connaissent pas. Ah bon, ils ne le connaissent pas, très bien. Non. Alors, j'ai entendu deux choses que je voudrais partager avec vous avant la fin. Une jeune fille tout à fait au début parlait en disant qu'il fallait se mettre à la place du client. Et c'est ce que je recommande à tous les élèves de tous les établissements scolaires, quel que soit leur régime et leur spécialité. Quand ils écrivent, c'est souvent difficile d'écrire, eh bien, il faut se mettre à la place du lecteur. Et c'est exactement le même mouvement de pensée que vous, quand vous vous mettez à la place du client pour faire quelque chose, préparer quelque chose. Voilà. Donc, se mettre à la place de l'autre, c'est l'altérité, c'est très, très important dans n'importe quelle situation sociale. Et d'autre part, le rôle social dans lequel vous êtes pour la restauration, ça rejoint quand même quelque chose qui va être peut-être, j'espère, un changement de paradigme pour le jour d'après, comme on dit. C'est-à-dire que tout le monde va être sensibilisé au service qu'il peut rendre à la communauté, la solidarité et tout ce que chacun peut amener de sa petite part à un bien-être plus généralisé, voilà, de tout le monde. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci, Monsieur Sanois, c'est gentil. Et en tout cas, bravo pour votre initiative, madame. Merci d'être là en tous les cas. Je vous en remercie fortement. Voilà, ça sera un autre sujet que j'aborderai avec vous, mais vous savez très bien que mon cœur de métier, qui est la formation, va regrouper, mais voilà, c'est dans la continuité de ce que nous sommes en train de faire. Je vous ai envoyé aussi un petit lien sur un article qui est sorti sur les valeurs des métiers, qui est très intéressant, je suppose, à lire pour toutes les personnes de la communauté, justement de voir dans la situation actuelle, et justement, le poste, le jour d'après, comme disait M. Sanois, le jour d'après, quelle peut être justement cette valeur de métier de restaurateur, de métier de restaurant, comment justement on peut se positionner vis-à-vis d'une société et vis-à-vis donc de quelle est la valeur que l'on peut, comment on peut aider la société avec notre métier. Voilà, c'est ce que je voulais un petit peu conclure. Donc ça pourrait être
je vous conseille de le lire quand vous aurez le temps et l'énergie et l'envie, mais c'est quelque chose d'assez instructif et surtout, ça ouvre des champs de notre futur métier. Et qui n'est pas le futur, c'est déjà ce que vous pratiquez, d'où le fait d'avoir rejoint cette communauté. C'est déjà dans votre état d'esprit et dans la manière dont vous œuvrez dans vos restaurants, dans vos différentes structures, et peu importe le poste que vous occupez, que vous soyez en tant qu'employé ou que vous soyez en tant que dirigeant ou encadrant, vous avez tous une philosophie et une approche, une éthique de bienveillance vis-à-vis donc des personnes qui sont avec vous. Et de ce fait-là, c'est justement arriver à communiquer et à faire que la restauration ait ses valeurs qui soient mises en avant, ce qui ne le sont pas, comme vous le savez toutes et tous, pour l'instant, à l'heure actuelle. Voilà. En tous les cas, si personne a d'autres choses à rajouter, comme la semaine dernière, on va vous faire suivre la vidéo enregistrée par Julien, ainsi que le chat et ainsi que le questionnaire. Merci pour ceux qui le remplissent. Pour ceux qui souhaitent témoigner de leur expérience, on ne demande pas justement une étude, on vous demande de partager ce que vous vivez pour pousser après les gens à aller plus loin dans la réflexion. Vous êtes les bienvenus. Et je vous remercie encore d'être aussi nombreux aujourd'hui à cette seconde conférence de la communauté à venir. Autre chose pour conclure, Julien? Je crois que j'ai oublié quelque chose. Non, je pense que tu as tout dit. Vraiment, merci beaucoup. Ça fait vraiment plaisir de voir qu'on est à la deuxième petite conférence et que là, on a toujours autant de monde qui est là et qui est vraiment intéressé, qui pose plein de questions et qui vraiment challenge un peu justement la réflexion. Donc, c'est bien. Et je pense que nous tous, c'est bien. On va réussir à trouver les solutions pour notre avenir. Et c'est ça le plus important. On va être vraiment acteur de ce changement et c'est ça qui est bien. Merci Didier et Lana aujourd'hui d'avoir œuvré dans vos témoignages.